Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité a donc deux casquettes. On va parler à la fois médicaments, puisque vous êtes le président du conseil de surveillance de Sanofi, encore une entreprise qui a publié plus de 10 milliards d'euros de bénéfices cette année. On en parlera évidemment très largement. Vous êtes aussi le président de Wimber Capital Partners, puisque vous êtes Serge Wimber, je ne vous ai pas encore présenté, et que vous annoncez un nouveau fonds d'investissement dans la défense de 100 millions d'euros. Alors au moment où le ministre de la Défense réunit les industriels aujourd'hui pour les pousser à monter en cadence, économie de guerre, dit le ministère de la Défense, 100 millions d'euros dans la défense, je croyais que ça se faisait plus trop aujourd'hui de dire qu'on investissait de l'argent dans la défense, parce que c'était pas très éthique. Oui, enfin il y a la thématique de l'ESG qui pour beaucoup interprète la problématique de la défense comme étant hors sujet, si je puis dire. En réalité, on est parti d'une analyse assez différente. Nous, on est très engagés dans l'ESG. On a un fonds impact, un vrai fonds impact, pas un fonds impact de greenwashing. Donc, on est très sensible à ces problèmes d'ESG. Pour autant, quand on regarde les choses froidement, factuellement, qu'est-ce que veut dire l'ESG si nous ne sommes pas capables d'assurer notre sécurité ? C'est un sujet majeur. Je dirais, ce sont les prémices. La sécurité, c'est la condition de pouvoir parler de l'ESG. Et donc, on s'est dit, c'est un peu absurde, en réalité, quand on fait l'analyse froide des sujets, d'exclure la défense. Alors, notre fonds est un fonds défense et sécurité, c'est-à-dire qu'il touche assez bien aux problèmes de défense militaire classique, mais également à tout ce qui est sécurité au sens civil, c'est-à-dire la protection des personnes, des actifs, la cybersécurité. Donc, il y a un champ très large et il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui sont à la fois civiles et militaires. Vous avez donc levé 100 millions d'euros pour ce fonds. La cible, ce sont plutôt les ETI, les PME, le tissu économique de la défense qui a des difficultés à trouver des financements auprès des banques. Alors tout d'abord, ces 100 millions, c'est une première étape. Notre objectif est de lever un fonds plus important, parce qu'il permettra évidemment de s'attaquer à des entreprises de plus grande taille. Nous ferons ça aussi avec des co-investisseurs, puisqu'il y a aujourd'hui sur le marché des co-investisseurs qui sont prêts à financer ces entreprises. Et alors, il s'agit de s'attaquer non pas à des sujets de très grande taille. Il y a en France de très grandes entreprises de défense. On en a 7 grands que tout le monde connaît. Mais il y a derrière elles un tissu qui représente à peu près 4000 entreprises. Parmi elles, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui peuvent nous intéresser. C'est des entreprises qui sont profitables, qui sont souvent très petites, qui ont un savoir-faire très pointu, qui est essentiel pour assurer la fourniture de tous les moyens nécessaires aux grands donneurs d'ordre. Ouais, mais au cours des derniers mois, des dernières années, on a rencontré beaucoup de ces entreprises qui ne parvenaient pas à décrocher un emprunt auprès de leur banque parce que justement elles travaillaient dans la défense. On a eu beaucoup aussi feuilletonné le feuilleton Photonis, qui est une entreprise française qui finalement a été rachetée par des Américains, faute de trouver des investisseurs européens. Alors, c'est un de nos objectifs, c'est de réunir des capitaux afin de pouvoir assurer la reprise d'entreprises, parce que nous nous situons dans une optique majoritaire. Donc nous prenons la majorité du capital, donc potentiellement avec d'autres investisseurs, mais pour permettre à ces entreprises qui ont en général de taille modeste, qui ne font pas toujours beaucoup de commercial, pas de consolidation, de leur donner les moyens de grandir, à la fois en croissance organique et en croissance externe. Vous dites ces entreprises pas toujours très connues en fait dans le tissu économique français. Il y a une problématique spécifique à la défense et l'armement, c'est la transmission. Ce sont des entreprises qui ont des leaders qui sont plus âgés que la moyenne des autres entreprises françaises. Comment ça se fait ? Ce sont des entreprises dont la plupart du temps les fondateurs sont des ingénieurs, qui sont dans des géographies pas toujours très connues, pas toujours très denses, où les successions sont parfois difficiles à organiser. Et là, nous voyons énormément d'entreprises où cette situation se présente. Et donc, nous apportons une solution en gardant l'indépendance des sociétés, en leur donnant les moyens de pouvoir grandir ultérieurement, éventuellement en permettant la consolidation de ce secteur. Vous savez, tout ce qui est la supply chain de la défense, c'est un peu comme l'industrie automobile il y a 35 ou 40 ans. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises très éparpillées, mais qui ont besoin, à mon avis, d'être consolidées pour assurer aux grands donneurs d'ordre
la capacité, la compétence technique qui leur permettent, in fine, de faire leur métier. Vous viendrez nous voir lorsque vous aurez procédé à vos premières acquisitions. Vous nous direz pourquoi vous avez investi dans cette entreprise. On va parler de votre autre vie, celle du président du conseil de surveillance de Sanofi, aux côtés du PDG Paul Hudson. Sanofi qui a publié des résultats, on le disait, à 11 chiffres, 10 milliards de dollars, je crois que c'est en dollars chez vous. Non, d'euros, 10 milliards d'euros ouais. alors de résultats, mais avec une déception de la part des analystes financiers. C'est une des pires performances du CAC 40 depuis le début de l'année, sur le top 3, je crois. Est-ce que vous aussi, vous êtes déçus par et les résultats et par les perspectives, puisque pour 2023, vous avez dit, ça sera peut-être pas aussi bon qu'on l'attendait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs paramètres. D'abord, moi, je suis très satisfait par les résultats de l'entreprise. Ils sont très bons. C'est une croissance de plus de 20%. C'est vrai, parce que de 8 à 10. Avec un effet de change évidemment important, puisque nous avons une partie dollar très significative. Mais globalement, d'abord, les résultats de 22 sont très bons. Sur le dernier trimestre, et c'est à partir de ça que des réactions se sont faites beaucoup, nous avons un basculement entre le chiffre d'affaires du vaccin au troisième trimestre, qui était à plus 26%, et au quatrième trimestre, il est à moins 16%, parce qu'il y a eu des décalages en faveur du troisième trimestre. Alors, les gens qui ont lu un peu rapidement notre communiqué ont vu moins 16 et se sont dit, c'est très mauvais. En réalité, sur les deux... C'est les analystes qui ont mal lu. Il y en a certains qui, contrairement à ce qu'on pensait, puisque nous avions alerté sur le Q3, sur le fait qu'il y aurait ce basculement, il y a quand même eu des gens qui ont été surpris, donc qui n'avaient pas bien lu les résultats du Q3. Mais plus sérieusement, nous avons, je crois que c'est la perspective 23 qui a joué. C'est vrai que depuis 3 ans, on a un taux de croissance relativement important, à la fois de notre chiffre d'affaires et de nos résultats. Mais nous sommes confrontés en 23 à la perte du brevet d'un médicament important qui s'appelle Aubagio, qui représente 2 milliards de chiffre d'affaires et qui disparaît. Il va disparaître pour les 3 quarts en 2023 et un quart en 2024. Et ça a un impact très direct. Malgré ça, nous avons annoncé une progression de notre chiffre d'affaires. Et je voudrais souligner une chose qui est, je crois, importante, c'est que par rapport à nos grands concurrents, nous n'aurons plus de perte de brevets avant 2031. Vous aurez au contraire des relais de croissance, normalement. On a des relais de dans croissance, l'immunologie notamment. On a le grand produit Dupixent dans l'immunologie, qui est un produit qui a fait plus de 8 milliards 3 l'année dernière. Et nous avons dit que ce produit, qui est un produit multitâche en réalité, puisque c'est l'asthme, c'est la dermatite atopique, ferait sans doute au moins 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a ce grand produit. Et puis, sur le reste de notre portefeuille, nous avons des lancements. Nous aurons cette année le lancement d'un vaccin contre la bronchiolite pour les nouveau-nés, qui est important, puis on l'a vu à la fin de l'année dernière. Et nous avons aussi un produit dans l'hémophilie qui est intéressant. Vous allez quitter le conseil d'administration au printemps, remplacé par Frédéric Oudéa, que je crois que vous connaissez bien, que vous avez adoubé, voire poussé, disent certains autres. Le défi, c'est un homme de défi, mais le défi est quand même colossal dans cette industrie qui a besoin d'être redorée, avec un marché du médicament qu'il faut reconstruire. Ça va lui faire pas mal de travail. Oui, je pense que dans cette industrie, c'est un travail continu. Il y a beaucoup de bonnes choses en réalité. C'est d'abord les progrès de la science. On a la chance d'être dans un métier où les progrès sont absolument considérables. La compétition aussi. Mais ce qui est le plus stimulant dans cette entreprise, qui est une entreprise très, très remarquable, je dois dire, c'est effectivement d'être en première ligne de la science et de la découverte pour les patients. Mais les progrès, on a vu, ils viennent beaucoup des biotech. On le voit sur ce plateau tous les jours. On l'a vu aussi avec le vaccin ARN messager. Vous avez un peu loupé le coche. Est-ce que il faut investir davantage dans les biotech? Est-ce que vous devez trouver davantage de partenaires dans ce secteur? Alors, nous sommes partis d'une situation, quand je suis arrivé en 2010, où nous n'avions pas de partenariat. Ouais. Aujourd'hui, on a de multiples partenariats. Alors, le plus important, le plus visible a été celui avec Regeneron. C'est ce qui a permis de mettre au point le Dupixent. Mais nous avons énormément de partenariats partout dans le monde, en France comme à l'étranger. Et effectivement, c'est une recherche ouverte. Je ne crois pas que l'avenir de la pharmacie, enfin de Big Pharma, soit uniquement de racheter des start-up. C'est une composante.
Et naturellement, nous investissons, nous avons un fonds de venture et nous avons énormément d'accords avec des biotech qui sont encore toutes petites, qui partent sur un concept. Mais il faut, pour juger ça, pour être capable de faire des choix, il faut aussi être très bon à l'intérieur de notre équipe de R&D. Vous savez, chaque année, nous dépensons 7 milliards d'euros en recherche et développement, plus des prises de participation et des accords avec de nombreuses startups. Donc, on est un très gros investisseur, mais pour faire ce travail d'investissement, aussi bien interne qu'externe, de bonne qualité, il faut avoir une équipe R&D très solide et capable elle-même d'innover. Merci beaucoup Serge Wimbert, président de Wimbert Capital et bien sûr président du conseil d'administration de Sanofi. Vous pouvez réécouter en replay ou en podcast.